un langage plus ancien que les mots. Nombre d'entre nous font l'expérience de communication interespèces au quotidien, mais presque personne n'en parle publiquement. Pourquoi certains d'entre nous écoutent et d'autres non? Pourquoi certaines personnes se fichent-elles de ceux qu'elles exploitent? Il existe un langage bien plus ancien et plus profond que les mots. Il s'agit du langage des corps, d'un corps contre un corps, du vent sur la neige, de la pluie sur les arbres, des vagues sur les rochers, du langage du rêve, du geste, du symbole, du souvenir. Nous avons oublié ce langage. Nous ne nous souvenons même plus qu'il existe. Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons nous mentir les uns aux autres, et particulièrement à nous-mêmes. Quand nous permettons à des vérités évidentes de passer outre nos défenses et de pénétrer dans nos consciences, elles sont traitées comme autant de grenades roulant sur la piste de danse d'une improbable fête macabre. Nous tentons de rester hors de danger, de peur qu'elle n'explose, brise nos illusions et nous laisse face à ce que nous avons fait au monde et à nous-mêmes, face aux personnes creuses que nous sommes devenus. Nous évitons donc ces vérités flagrantes, et continuons la danse de la destruction du monde. Comme c'est le cas pour la plupart des enfants, quand j'étais jeune, j'entendais le monde parler. Les étoiles chantaient, les pierres avaient des préférences, les arbres avaient des mauvais jours, les crapauds tenaient des débats animés se vantant de la bonne prise de la journée. Comme des bruits parasites à la radio, l'école ainsi que d'autres formes de socialisation commencèrent à interférer avec ma perception du monde animé. Et pendant de nombreuses années, j'ai presque cru que seuls les humains parlaient. Le fossé entre ce dont j'avais fait l'expérience et ce que je croyais à peu près me perturbait profondément. Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à comprendre les implications personnelles, politiques, sociales, écologiques et économiques de vivre dans un monde réduit au silence. Tandis que le tissu écologique du monde naturel s'effile autour de nous, peut-être est-il temps de commencer à parler de l'ineffable et d'écouter ce que l'on a jugé inécoutable. Une grenade roule sur le sol. Regarde. Elle ne s'en ira pas. Il faut croire ce que l'on sait. Que sait-on? Les inégalités extrêmes ne sont pas durables, le changement climatique va s'aggraver, la situation écologique impose de changer radicalement, tout le monde ne peut vivre au même niveau que les riches qui doivent accepter ou subir un appauvrissement matériel. L'immigration résultant de la mondialisation et des inégalités ainsi que de la dégradation écologique vont se poursuivre. C'est simple à admettre en parole, mais difficile en fait. Parce que le confort est encore très grand et que le système continue à fonctionner efficacement, parvenant à masquer les trous qui se multiplient dans sa carlingue. Tous nos piaillements d'alerte n'ont aucun effet sur le pilote, si bien qu'impuissamment, nous continuons nos activités comme si de rien n'était. Il faut croire ce que l'on sait et agir en conséquence. Le système croissanciste nous prend dans un étau. Il reste assoiffé de ressources, mais tout effort pour en repousser la limite se traduit par une aggravation des dommages écologiques. La seule façon de survivre pour le capitalisme est devenue de détruire. Il y a quelque chose de terriblement fascinant dans le constat que les classes dirigeantes continuent comme si de rien n'était. Nulle part en leur sein, on ne perçoit de volonté sérieuse de réduire les inégalités, de remettre la bride sur le goût des marchés financiers, d'orienter l'économie dans une direction réellement écologique. Les campagnes présidentielles, les changements de gouvernement se déroulent sans presque que jamais ne soit évoqué le changement climatique. Partout, la croissance et les réformes structurelles restent l'alpha et l'oméga de la pensée économique. Le monde du début du 21e siècle subit la classe dirigeante la plus stupide de l'histoire. La seule question pertinente est donc, comment désamorcer la bombe que l'oligarchie a posée et qu'elle continue à bourrer d'explosifs? Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour cette lecture. Merci à Gabriel et à Frédéric pour ces deux textes d'introduction. Je suis Michèle Parent, je suis comédienne et metteur en scène ici à Montréal. En janvier dernier, j'ai entendu parler de la démarche artistique d'une démarche artistique engagée qui avait pour objet direct la crise environnementale qui avait eu lieu en France. C'était une mise en lecture de textes portant sur l'écologie.
Cet événement-là, en France, a été orchestré par la créatrice et actrice Audrey Vernon, en partenariat avec Reporter et Hervé Kempf. Le projet s'intitule « Écologie, maintenant il faut se battre ». Mon cœur lui-même a battu plus fort, s'est accéléré devant le titre, l'engagement, les propos de ce projet. J'ai alors lancé des perches pour pouvoir le défendre ici à Montréal. Et je suis super touchée de pouvoir le faire ici, au Théâtre d'aujourd'hui, ce lieu dédié aux prises de parole de l'ici et du maintenant, entouré de lecteurs dédiés. Les théâtres sont des lieux d'urgence, des urgences de dire, de faire, de montrer, de se rassembler. Ce « toi » était donc tout indiqué, car notre situation l'est, urgente. J'ai toujours cru que l'agir du théâtre, c'était de faire entendre, donner une voix à ce qui n'en a pas. Aujourd'hui, en portant des voix radicales de militants, d'activistes, de guerriers, je me sens pas très loin de cette mission, parce que rares sont les micros tendus vers ces paroles. Rares sont relayés au micro les appels au collectif. On appelle souvent aux solutions individuelles, mais le plus grand que soit est comme un tabou, une tare, un dérangement qu'il faudrait taire. Aujourd'hui, dans ce lieu d'art un peu plus collectif, laissons-nous soulever. Demain, c'est le jour de la Terre. Chaque année, depuis 2012, j'éprouve une nostalgie douce amère de cette grande marche, la grande marée humaine qu'on avait fait à quelques blocs d'ici. On est la veille du jour de la Terre. Demain n'a pas encore eu lieu. Il est encore temps de caler présent. Tout au long de cette lecture de textes militants, on va vous exposer quelques vignettes rassemblant des faits, quelques chiffres qui nous ont été fournis par les équipes de reporters et qui vont nous permettre de réfléchir, de savoir grâce à des données concrètes. On va donc traverser ensemble 4 thèmes, l'eau, l'air, la terre et le feu. On peut commencer par l'eau. Les océans couvrent 70% de la planète. Nous sommes faits à 70% d'eau. Les océans absorbent 1/3 de nos émissions de CO2 et nous les restituent en oxygène. Une bouffée d'air sur 2 que nous respirons, nous la devons aux poissons et aux océans. Les océans s'acidifient. Les coraux blanchissent, le plancton disparaît. Les baleines meurent à cause des sonars et des bateaux. Les espèces essaient de monter vers les pôles pour échapper au réchauffement. Je passe vite sur la surexploitation des océans à cause de la pêche intensive, extensive, à filet, à l'électricité. 22 000 tonnes de plastique finissent dans l'océan chaque jour. 90% des oiseaux marins ont déjà ingéré du plastique. Point positif, 70% ont trouvé ça bon. Si rien ne change, en 2050, il y aura dans l'océan plus de plastique que de plancton. C'est Eric Solheim, chef de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, qui le dit. J'ai 34 ans. En 2050, j'aurai 66 ans. Mes 2 fils auront 32 et 34 ans, donc l'âge que j'ai présentement. Il y a du plastique partout. Produits cosmétiques que nous achetons tous les jours, même nos dentifrices, contiennent des microbilles de plastique qui sont trop petites pour être arrêtées par les stations d'épuration. La plupart de nos vêtements, de notre linge de lit, nos couettes, nos matelas sont désormais en plastique, qui se désagrègent lavage après lavage et finissent dans l'océan. Les bouteilles en plastique sont fabriquées avec du pétrole et nécessitent aussi de l'eau pour être fabriquées. Contrairement à ce qu'on peut croire, 18% du plastique récupéré est recyclé au Québec, selon le bilan 2015 de la gestion des matières résiduelles au Québec, publié par Recycle Québec. En France, c'est 20%. Dans les pays les plus performants, on atteint les 49%. Une nouvelle étude internationale laisse entendre que l'île de plastique flottant au milieu du Pacifique Nord compte plus de 79 000 tonnes de déchets occupant 1,6 million de kilomètres carrés. Selon la fondation Ocean Cleanup, cette nouvelle estimation est de 4 à 16 fois supérieure aux évaluations précédentes. Avec 5 250 milliards de particules, donc 92% sont faites de billes de microplastiques trop plus petites qu'un grain de riz. C'est un smog généralisé. Je passe sur la pollution due au paquebot, ainsi que sur les forages pétroliers et gaziers, parce que je suis smart. Après l'eau salée, l'eau douce.
Bonne nouvelle, l'eau potable est potable. Mais la moitié des eaux de surface ne le sont plus à cause des pesticides. Certains endroits ont autorisé l'épandage de pesticides dans les cours d'eau. Pour ce faire, ils ont retiré à certains cours d'eau leur statut de cours d'eau. Les nappes phréatiques sont surexploitées, l'agriculture est extrêmement vorace en eau. Dès 2030, quand mes fils auront 14 et 12 ans, nous serons en stress hydrique, selon l'ONU. Kinder Morgan est sur le point de débuter dans notre pays une phase clé de construction de leur pipeline Trans Mountain et d'un projet pétrolier qui exposerait des centaines de rivières et de cours d'eau à des déversements de pétrole. Le projet accroîtrait aussi notre dépendance à long terme à l'industrie des combustibles fossiles. Dans sa défense du projet, le gouvernement Trudeau ne cesse de répéter que la protection des milieux marins est une priorité absolue. Il vient toutefois d'autoriser à la pétrolière BP de forer jusqu'à 7 puits en eau profonde au large de la Nouvelle-Écosse. Une décision qui soulève de vives inquiétudes puisque cette entreprise est à l'origine de la pire marée noire de l'histoire, celle du golfe du Mexique en 2010. Le sujet est passé complètement inaperçu au début du mois, même s'il annonce un ambitieux projet pétrolier. La plateforme de forage West Aquarius vient d'arriver dans les eaux canadiennes afin de prendre position dans le secteur où la pétrolière BP détient 14 000 km² de permis d'exploitation, à près de 300 km au sud-est de Halifax. L'eau de la terre, elle sent la terre. Et dans son immensité, on trouvera la molécule d'eau qui un jour donne vie aux cellules de nos ancêtres de toute espèce. L'eau que vous avez bue a coulé autrefois dans le sang d'un dinosaure, ou bien a été bue par des fougères précambriennes, ou rejetée dans les urines de mammouth. L'eau s'est servie de la vie de toutes les choses vivantes comme d'une partie de son système circulatoire. Elle circule dans la terre et l'atmosphère, dans les glaciers, dans les corps de tous les organismes vivants. Elle est le lien qui maintient toutes les espèces ensemble et connectées intimement et pour toujours. Ainsi, l'eau est sacrée. L'air que nous respirons est passé au travers d'un nombre incalculable de systèmes respiratoires vivants et ainsi a été chimiquement stabilisé par les plantes et les animaux. Sans les vies qui se sont écoulées, il n'y aurait plus d'air à respirer. Les gaz qui sont nécessaires à la vie émergent de la respiration de tous les organismes vivants. La vie de tous les organismes passés a nourri l'atmosphère. Ainsi, l'air est sacré, parce que le sol, l'eau et l'air sont sacrés par la contribution de toutes les vies passées. Nous devons reconnaître que le passé est sacré, et ainsi que le souvenir de nos ancêtres est sacré. Nos vies dans le présent devraient être sacrées pour tous les organismes vivants du futur. Cependant, dans le royaume de l'humanité, la contribution des humains du présent sera une bonne leçon pour illustrer le fait que les humains naturels ne devraient pas s'écarter aveuglément du chemin de la nature. Si notre espèce survit, nous incarnerons la leçon. Pour ceux qui vivent dans le présent, la seule façon de contempler le futur est de le faire au travers des sentiments d'amour. L'amour pour nos enfants, les enfants de nos enfants, et leurs enfants à l'infini, ou jusqu'à ce que notre espèce et au-delà, jusqu'à la fin de temps. Ce sont les faits bruts. Notre planète est en train de mourir. À vrai dire, elle se fait écarteler et tailler en pièces. Nous sommes au bord d'un effondrement biotique absolu. Il y a des régions en Chine où on ne trouve plus de plantes à fleurs parce que tous les agents pollinisateurs sont morts. Ça veut dire 500 millions d'années d'évolution envolées. Un effondrement biotique absolu. Nous n'avons plus de terre saine, nous sommes à court d'espèces et à court de temps. Et le changement climatique catastrophique a déjà commencé. Nous devons vraiment nous mettre à penser comme un mouvement de résistance sérieux. Parce que c'est une guerre. Je sais que ça dure depuis 10 000 ans et que ça fait partie de notre quotidien. Les lumières fonctionnent, les placards sont pleins, mais c'est bel et bien une guerre. Et s'il reste quelqu'un sur Terre dans un siècle pour regarder en arrière, il ou elle se demandera « Voyons, tabarnak, c'est quoi le problème pour qu'il ne se soit pas battu bec et ongle pendant que notre unique planète est en train de crever? Vous aimez tous quelque chose, sinon vous ne seriez pas ici. Quoi que vous aimiez, cette chose est menacée. Aimer, c'est un verbe qui va nous pousser à l'action. » Je vais vous faire un petit topo sur l'air que nous respirons. Bon. En résumé, particules fines, surmortalité humaine, CO2,
Trop de brûlage de tout, hydrocarbures, nos déchets, les forêts. Nos déchets sont essentiellement brûlés. Le recyclage, pour le moment, ça marche pas. La pollution de l'air est responsable de 50 000 morts en France, les accidents de la route autour de 1500. Et ici, à Montréal seulement, la pollution fauche aussi des vies, environ 1500 par année. Le rapport Global Air 2017 du Global Burden of Disease et du Health Effects Institute de Boston estime que plus de 90% de la population mondiale respire un air malsain. Et 90 entreprises sont responsables de 50% de la hausse des températures. Si on peut parler de ceux qui habitent l'air, on parle de la disparition de la biomasse des insectes. On en est à moins 75%. C'est-à-dire moins d'insectes qui s'écrasent sur ton windshield. Pas parce qu'ils sont moins cons, mais parce qu'ils sont moins nombreux. Moins de maringouins, moins de mâles pendant le festival de jazz, moins de mouches noires en camping. La disparition des abeilles est un phénomène mondial. Des pertes importantes sont recensées depuis une quinzaine d'années. L'Amérique du Nord est particulièrement affectée. Et au Canada, les agriculteurs perdent en moyenne 25% de leurs abeilles. L'Ontario est la province la plus touchée. En 2014, les pertes s'élèvent à 58%, un record. Et le Québec n'est pas épargné. La mortalité est 2 à 3 fois plus élevée qu'auparavant. La disparition des insectes et des oiseaux ne sera pas un bon signe avant-coureur pour nous. On ne tiendra pas longtemps après. En novembre dernier, 15 364 scientifiques de 184 pays se sont exprimés en disant qu'ils étaient très inquiets dans le journal Le Monde. J'ai été étonnée. Ils ont dit qu'une solution serait d'arrêter de faire des enfants. Au début, j'avais mal compris. J'ai cru qu'ils disaient qu'on devrait arrêter de faire des iPhones. Bizarrement, non. Il faut faire moins d'enfants pour continuer à faire des iPhones. Devinette. Qu'obtient-on en mélangeant 2 États-nations, une grosse entreprise, 40 tonnes de poison et au moins 8000 êtres humains morts? La retraite, avec salaire complet et avantages afférents. Voilà ce qui est arrivé au PDG de la Union Carbide, responsable du massacre de Bhopal. Comment appelez-vous quelqu'un qui conspire à diffuser du poison dans le métro de Tokyo? Vous l'appelez terroriste et vous le mettez en prison à perpétuité. Comment appelez-vous quelqu'un qui conspire à diffuser du poison dans les nappes phréatiques des États-Unis? Vous l'appelez Dick Cheney. Jean-Pierre Simon, agriculteur ayant prêté son tracteur aux opposants à la poubelle nucléaire à Bure en France, a écopé de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 années de mise à l'épreuve. Alexandre Paul, un militant québécois, a été emprisonné 65 jours en Russie et condamné à une pension de 64 000 $ pour avoir tenté de monter à bord d'une plateforme de forage de la société Gazprom située dans l'océan Arctique. Les riches sont-ils soumis au même système judiciaire que vous et moi? Dans une cour de justice, la vie terrestre a-t-elle le même poids qu'une multinationale? Nous connaissons tous les réponses à ces questions et nous savons parfaitement, au fond de nous, sinon dans nos têtes, que cette civilisation ne se laissera jamais transformer volontairement. Si vous vous souciez de la vie sur cette planète et si vous pensez que cette civilisation ne cessera pas volontairement de la détruire, en quoi cela influence-t-il vos méthodes de résistance? La plupart d'entre nous l'ignorent parce que la plupart d'entre nous n'en parlent guère. Un changement de tactique va se produire si nous voulons construire une résistance efficace. Il est question d'interposer nos corps et nos existences entre le système industriel et toute vie sur la planète. Il est question de contre-attaque. Ceux qui viendront après nous, héritant de ce qu'il restera du monde une fois cette civilisation arrêtée, que ce soit à la suite d'un pic pétrolier, d'un effondrement économique ou écologique, ou encore grâce aux efforts de femmes et d'hommes unis dans la même résistance, nous jugerons en fonction de la santé des terres et de ce que nous leur laisserons. Ils n'auront que faire de la manière dont vous et moi avons vécu et des efforts que nous aurons fournis. Ils n'auront que faire de notre violence ou de notre non-violence. Ils n'auront que faire des larmes que nous verserons sur notre planète. Ils n'auront que faire de savoir si nous étions conscients ou pas de ce qui se passait. Ils n'auront que faire de nos excuses pour ne pas agir. Ceux qui viendront après nous n'auront que faire de la simplicité de la vie que nous aurons eue. Ils n'auront que faire de la sincérité de nos intentions et de nos actes. Ils n'auront que faire que nous ayons voté ou pas voté. Ils n'auront que faire des livres que nous aurons écrits sur le sujet. Ils n'auront que faire de la compassion que nous aurons eue pour le PDG.
pour les politiciens qui sont à la tête de cette économie mortifère. Ils voudront seulement savoir s'ils peuvent respirer l'air et boire l'eau. La culture anthropocentrique a appris à la plupart d'entre nous à considérer ses propres croyances comme sacrées. Ainsi, on considère comme blasphématoire de cracher sur la pierre noire de la Mecque, de détruire le mur des lamentations à Jérusalem ou encore de dégrader une statue au Vatican. Si quelqu'un venait à commettre l'une de ces choses, son sort serait rapidement et violemment réglé et une partie de la société anthropocentrique applaudirait sa punition. Pourtant, lorsque des bûcherons s'attaquent au caractère sacré de ce qu'il reste des forêts de séquoia en Californie, lorsqu'ils dégradent les cathédrales du monde naturel, les mouvements écologistes ne peuvent réagir qu'en lançant des pétitions, en écrivant des lettres ou en envoyant des signes de protestation. Si, selon nous, les forêts de séquoia sont sacrées, alors nous devons considérer leur destruction comme blasphématoire, et le cas des destructeurs doit être tout aussi rapidement et violemment réglé. Pour un éco-guerrier, un séquoia est plus sacré qu'une icône religieuse. Une espèce d'oiseau ou de papillon est plus précieuse que les bijoux de la couronne d'une nation, et la survie d'une espèce de cactus est plus importante que la conservation de monuments conçus par l'homme, tels que les pyramides. La rage, inspirée par ceux qui violent ou attaquent ce qui est sacré, doit être canalisée par l'éco-guerrier au travers de la discipline. Les ennemis de la Terre peuvent uniquement être vaincus par une opposition qui emploie des stratégies et des tactiques plus efficaces. Grâce à ces dernières, la supériorité numérique et la technologie peuvent toujours être battues. Dans la société anthropocentrique, ceux qui réclament la destruction des créations humaines ou les détruisent sont toujours jugés très durement. Si vous utilisez la technique du sabotage écologique sur un bulldozer, on vous traitera de vandale. Flouter un arbre, on vous appellera terroriste. Libérer un coyote d'un piège et on va vous qualifier de voleur. Pourtant, si des humains détruisent des merveilles de la création, la beauté du monde naturel, la société anthropocentrique appelle ces personnes des bûcherons, des mineurs, des promoteurs immobiliers, des ingénieurs et des hommes d'affaires. Pour revenir sur l'air, je voudrais finir par l'avion. Le kérosène est le seul carburant qui ne soit pas taxé grâce à une convention de 1944, toujours en vigueur, qui voulait faciliter le développement de l'aviation. Le secteur aérien n'est pas inclus dans l'accord de Paris sur le climat et si on ne fait rien, le trafic aérien va augmenter de 300 à 500% d'ici 2050. On parle des véhicules à essence, mais on ne parle jamais de réduire le trafic aérien. Cette question n'est jamais évoquée. Personne ne questionne jamais le fait que maintenant on puisse prendre l'avion pour 20 €. On trouve ça correct que les pauvres puissent, comme les riches, prendre l'avion. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose que les avions se démocratisent. Le mode de vie des riches ne doit pas être copié. Le texte suivant est de Pierre-Emmanuel Lerort. Il a réalisé que prendre l'avion contribue au changement climatique, ce qui devrait à terme entraîner la baisse de la production agricole, donc la multiplication des famines. Il considère donc que prendre l'avion est un acte criminel. Il a décidé d'agir. Son texte s'appelle « Je serai envoyé en prison ». Ce qui est très drôle, si l'on peut dire, dans des discussions sur le climat, c'est que les gens à qui on explique qu'il n'y a tout simplement pas de machine plus destructrice du climat que l'avion s'appuient sur le fait que prendre l'avion est quelque chose de banal, qui ne peut être assimilé à un crime. Pourtant, la conséquence prévisible du fait de prendre une machine démesurément pollueuse du climat tel que l'avion, c'est un génocide. Pour restituer brièvement le contexte dans lequel nous nous trouvons, un Cambodgien émet environ 300 kg de CO2 par an. La plupart des scientifiques s'accordent pour dire qu'il ne faut pas dépasser 1,5 tonnes par personne par an pour ne pas détruire le climat. Mais un seul Paris-Montréal dégueule dans la fine couche d'atmosphère de la Terre 2,5 tonnes par personne en quelques heures. Le fait que prendre l'avion soit banalisé ne dit rien sur le fait de savoir si oui ou non, lorsque vous prenez l'avion, vous participez activement à la préparation d'un génocide. Ce qui compte, c'est la conséquence prévisible de votre acte. Or, cette conséquence est on ne peut plus claire. Cela fait plus d'1 an que nous distribuons cette information, y compris par des tracts, à l'intérieur de l'aéroport Charles de Gaulle. Et on se rend compte qu'il y a une manière très efficace, après tout, de répondre à notre argumentaire. L'ignorer et continuer tranquillement à détruire le climat, et donc à préparer la destruction de dizaines de millions d'êtres humains.
Le blabla ayant fait la preuve de son inefficacité, il faut donc ne plus se limiter au blabla et s'opposer physiquement à la destruction de la planète, de manière non violente, bien entendu. Jusqu'à présent, le système idéologique qui amène à la destruction du climat n'a pas besoin de mettre en prison ses opposants pour des périodes longues et en grand nombre. Cela pose question. Y a-t-il vraiment des opposants qui dérangent quand un système n'a pas besoin de les mettre en prison? La situation actuelle ressemble bien plus à une pièce de théâtre dans laquelle les rôles sont bien déterminés et les textes fixés à l'avance comme il se doit. Les méchantes multinationales déclament leurs textes, les braves écologistes disent le leur avec plus ou moins de talent, avec plus ou moins de conviction, et la pièce se termine sans qu'elle ait le moindre impact sur la trajectoire nihiliste des sociétés d'hyperconsommation. Étant donné que je sais, texte scientifique à l'appui, que la société dont je suis issu prépare un génocide, j'estime que je n'ai pas le choix. Je dois m'y opposer physiquement, dans le plus strict respect du principe de non-violence. Or, dès lors que l'on cesse de jouer la pièce de théâtre habituelle et que l'on empêche physiquement le système de détruire le climat, ce dernier ne peut que vous envoyer en prison. Le système peut accepter une ribambelle d'actions théâtrales, par contre, ni lui ni les citoyens qui le soutiennent dans les faits ne peuvent accepter un blocage physique permanent de son fonctionnement. Parce qu'il faut bien qu'il soit bien clair qu'une telle action ne sera pas conçue pour reproduire le schéma écologiste habituel. Il ne s'agit pas de continuer à mentir et de dire que c'est tout la faute aux méchantes multinationales. C'est aussi stupide que de mettre un requin dans une piscine publique et ensuite de trouver que le dit requin est vraiment très méchant de manger les nageurs. Il ne fait que remplir sa fonction. Si vous prenez l'avion, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y ait des multinationales qui forent pour trouver du pétrole. Elles ne font que remplir leur fonction. Pour ma part, j'ai décidé de m'opposer physiquement à la destruction du climat de la planète, et je sais d'ores et déjà, pour m'être renseigné auprès d'un avocat, que je serai envoyé en prison. Je le ferai de toute manière, mais je souhaite savoir s'il y en a parmi vous qui veulent également se battre, non pas de manière théâtrale, mais pour de vrai, en sachant qu'au bout, il y a la prison. Pierre-Emmanuel Lerard a été envoyé en prison, à la prison de la Santé, pour avoir bloqué à plusieurs reprises des avions à Charles de Gaulle. Moi, j'ai signé une pétition sur change.org qui s'appelle Stop Flying Now. C'est un gros succès. 871 signatures. Vous pouvez signer la pétition qui consiste à jurer de ne plus prendre l'avion tant que le réchauffement climatique n'est pas derrière. Green Gap ou écart climatique. Le fossé entre nos bonnes intentions et nos actions quotidiennes en matière d'environnement et de changement climatique. Dès que je mets le pied hors du lit, je sens que chacune de mes décisions a le potentiel de discréditer ou au contraire de redorer mon engagement environnemental. Un peu comme si j'avais comme totem un hibou aux sourcils foncés qui, du haut de son arbre, jugeait mes moindres faits et gestes. Dieu merci, j'ai pas encore cédé à l'attrait des capsules de café, mais l'expresso italien que je bois bien serré tous les matins est-il vraiment éco-responsable? Quelle est l'empreinte écologique de ces quelques 1000 tasses que j'avale avec avidité chaque année? En tant que rédactrice en chef d'un magazine qui prône le respect de l'environnement, je devrais savoir. Ne devrions-nous pas tous savoir? Je ressens une belle fierté quand je me rends au travail à vélo. Je me donne même une petite tape mentale dans le dos. La fin de semaine, c'est une autre histoire. Je multiplie les kilomètres en voiture. À la maison, je composte, je recycle, j'essaie de faire mes courses chez le boucher écolo et les épiceries zéro déchet. Alors au travail, il m'arrive de ne pas avoir le temps passer et de finir par acheter un lunch suremballé. Mes collègues n'apercevront peut-être pas les multiples couches de pellicules plastiques que j'aurais cachées, honteuses, au fond de notre poubelle. Mais moi, je sais qu'elles sont là. Chaque jour est fait de petites victoires et d'échecs aussi, que j'espère négligeables. Ensemble, ils donnent à mon empreinte écologique personnelle une jolie teinte vert pâle. Au cours des derniers mois, j'ai commencé à me demander sérieusement pourquoi on continue de faire tant de mauvais choix alors qu'on sait suffisamment bien ce qui est bon pour l'environnement. Pourquoi se laisse-t-on tenter par des carottes bio élégamment emballées dans une barquette en styromousse non recyclable, par ces cœurs en chocolat à l'huile de palme qui nous interpellent sur le comptoir de la pharmacie, par Hawaï
comme destination pour des vacances bien méritées. On ne saisira peut-être jamais l'impact véritable de nos actions individuelles, mais on en a une petite idée quand même. Et cumuler nos transgressions collectives en disent long sur nos paradoxes quotidiens. En voici quelques exemples, pincement au cœur, bien entendu. En 2016, les Américains ont parcouru en voiture une distance record de 5,2 billions de kilomètres. Pour chaque billet aller-retour entre New York et Londres, l'Arctique perd 3 mètres carrés de glace. 40% de la déforestation mondiale est due à la transition vers les monocultures de palmiers à l'huile à grande échelle. Les Américains jettent chaque année 25 milliards de verres en styromousse à usage unique, non biodégradable, non recyclable. Le régime alimentaire de l'amateur de viande entraîne 2 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que celui d'un végétarien. Ouais. C'est évident qu'on a du mal à passer de la parole aux actes, tant individuellement que collectivement. C'est ce que David Owen, auteur prolifique et journaliste de longue date au New Yorker, décrit comme des écarts climatiques ou Green Gap, dans le dernier numéro de B-Side. La majorité des comportements supposément éco-responsables que mes semblables et moi avons adoptés au cours des 2 dernières décennies, recycler nos déchets, utiliser des appareils moins énergivores, faire nos courses dans les marchés de producteurs fermiers, amener nos sacs réutilisables à l'épicerie, ont eu un effet très limité, voire contre-productif, sur la protection de l'environnement. En fait, leur fonction principale a été de soulager la conscience de ceux qui ont le plus à se reprocher, tout en aggravant dans certains cas les problèmes sous-jacents. L'expression Green Gap ou écart climatique désigne justement le fossé qui existe entre les bonnes intentions et les actions utiles. C'est là que les comportements de la plupart d'entre nous se situent. Le concept ne s'applique pas aux individus qui aimeraient opter pour un mode de vie plus écolo sans en avoir les moyens. Il ne s'applique pas non plus aux climato-sceptiques. L'écart climatique ou Green Gap concerne tous ceux qui peuvent se permettre d'effectuer des achats plus raisonnables, de changer leurs habitudes quotidiennes et de voter pour le parti ayant les politiques environnementales les plus courageuses. Le réchauffement médiatique. On ne peut plus attribuer ce fossé à l'ignorance, on se voit submergé de faits alarmants sur le changement climatique. Voici quelques-unes des déclarations de la communauté scientifique que les médias nord-américains ont fait circuler en 2017. 5 des années les plus chaudes depuis 1880 ont été enregistrées depuis 2010. L'année 2017 a été la 3e plus chaude. Le 2 août 2017, nous avions déjà utilisé plus de ressources et de services écologiques que la nature ne peut en générer en l'espace d'1 an, avec la surpêche et la surexploitation des forêts. Nous avions déjà émis plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que les forêts peuvent en assimiler. En 2017, les scientifiques nous ont avertis qu'il ne nous restait plus que 3 ans pour prévenir une catastrophe climatique. Les statistiques alarmantes peuvent aussi avoir pour effet de dissiper nos meilleures intentions. Plus on lit sur l'acidification des océans, la perte de biodiversité ou les grands objectifs chiffrés de nos décideurs pour lutter contre le changement climatique, plus on se détache de ces enjeux. Il est fondamentalement difficile pour l'être humain d'absorber des informations qui ne concernent pas sa réalité propre, que ce soit dans le temps, dans 2100, dans l'espace, le cercle arctique, ou en matière d'échelle, la température de la planète, et de réagir en conséquence. Les histoires plus personnelles entendues au cours des derniers mois nous touchent davantage. Passons à la Californie, à Porto Rico et à la Floride. Mais même le lien entre ces récits tragiques et nos actions quotidiennes nous semble ténu. Il est par ailleurs risqué de mettre l'accent sur les scénarios de catastrophes climatiques. Le journaliste David Wallace Wells l'a appris l'été dernier.
Lui qui a été vivement critiqué à la suite de la publication d'un article dans le New York Magazine. Il écrivait « Je vous promets que la situation est pire que vous ne le croyez. Si quand vous pensez au réchauffement climatique, vous vous préoccupez de l'élévation du niveau des océans, vous effleurez à peine la surface des terrifiants événements qui pourraient se produire, même au cours de la vie d'un adolescent d'aujourd'hui. » Et pourtant, le phénomène de la montée des océans et l'image des villes englouties sous l'eau accaparent tellement l'attention et provoquent une telle panique qu'ils finissent par nous faire oublier les autres menaces, dont plusieurs sont pourtant beaucoup plus imminentes. L'augmentation du niveau de la mer est inquiétante, très inquiétante même, mais il ne suffira pas de fuir le littoral. Ces déclarations apocalyptiques peuvent susciter beaucoup de culpabilité. Ce qui est pire encore toutefois, c'est qu'on s'y habitue au fil du temps et qu'elles nous apparaissent même secrètement excitantes. On se désensibilise graduellement de la réalité qui, elle, nous rattrape lentement. Pornographie climatique. Phénomène par lequel le sensationnalisme des nouvelles sur le changement climatique participe à la construction d'un fantasme apocalyptique au détriment de ce qui pourrait être un message constructif. D'après l'économiste et psychologue norvégien Per Epsen Stoknes, les médias nous abreuvent de nouvelles pour la majorité abstraites, sinistres, alarmistes, culpabilisantes et polarisantes qui contribuent à notre détachement et à notre sentiment d'impuissance. Notre paresse écologique serait donc en partie le résultat de notre crainte, nourrie par les médias, de perdre des acquis si l'on devait apporter les changements nécessaires dans nos vies pour lutter contre le changement climatique. Mais n'est-il pas trop facile de rejeter la faute sur le sensationnalisme des médias ou de reprocher à nos décideurs de ne pas nous obliger à changer? Dans son texte, David Owen suggère par exemple d'aggraver les embouteillages afin de dissuader les gens de se déplacer en voiture. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à chercher la racine de nos écarts climatiques, du côté de notre malaise. Il n'est sûrement pas inutile de savoir que vos voisins sont comme vous, qu'ils en font un peu plus un jour et un peu moins le lendemain. Ils ont quelques difficultés à surmonter la lassitude ambiance de l'apocalypse. C'est peut-être avec ce regard franc et sans prétention que nous trouverons des pistes de solutions plus efficaces pour redorer le verre de notre empreinte climatique collective. Allô, je m'appelle Vanessa. Moi, mon Green Gap, c'est que j'utilise un vélo, je marche, je n'ai pas d'auto. Je me suis allée traîner des bouteilles qui coulent partout, fait que souvent j'achète des cafés dans les copes en carton. Bonjour, moi c'est Raphaël et depuis 2010 j'essaie d'acheter uniquement vintage pour mes habits en seconde main. Mais voilà, de temps en temps ça m'arrive. Je vois un t-shirt qui est neuf et j'achète, même s'il est franchi. Allô, moi c'est Gabrielle, je suis en voiture et je vous dis très méchamment dans ma tête quand je vois vos photos de voyage sur Internet, mais pas plus tard cet hiver, j'ai pris l'avion pour aller à Toronto tourner une publicité de Chanel. Alors, chez moi, je n'utilise plus que des produits ménagers biodégradables. Je m'assure que mon maquillage ne soit pas testé sur les animaux. Dernièrement, j'ai vérifié la liste de tous mes produits cosmétiques pour m'assurer qu'ils ne contiennent pas de polluants ou d'éléments dangereux pour la santé. Et je l'ai fait avec une application que j'ai downloadée sur mon téléphone. Objet à obsolescence programmée, dont la majorité des composants électroniques ne sont pas recyclables et dont les matériaux sont extraits en Afrique de façon, ma foi, plutôt controversée. Alors bonjour, moi c'est Marc. J'adore prendre mon vélo. Malheureusement, je dois me rendre au travail tous les jours en moto parce qu'il n'y a pas de transport en commun à 4 heures du matin. Et je refuse de me départager de mon vieux téléphone Flip que je t'offre depuis maintenant 10 ans. Ce faisant, je n'ai pas d'application sur mon téléphone à obsolescence programmée pour faire du covoiturage. Salut, moi c'est Cédric. Je suis super fier de me déplacer en vélo du printemps à la fin de l'automne. Quand je suis en voiture, c'est dans une auto hybride.
Par contre, demain, je vais présenter mes petits-enfants à mes parents en France, puis j'y vais pas en bateau à voile. Moi, c'est Frédéric. Je me promène en vélo 12 mois par année, hiver comme été. Je vis seul, mais malheureusement, j'ai chez moi beaucoup trop de vêtements pour qu'une personne peut porter dans une année. Et ces vêtements viennent de beaucoup trop loin sur la planète. Je m'appelle Claire Vie, je marche tous les jours pour aller porter et chercher ma fille au CPE. J'ai un abonnement mensuel à la carte puce, métro, bus, mais je suis venue en retour. Je m'appelle Michel, j'ai 2 enfants. J'ai toujours utilisé des couches lavables, mais j'ai aussi toujours utilisé des lingettes à usage unique que j'achète chez Costco en compagnie. Je m'appelle Anne, je me déplace en vélo, en transport en commun, aujourd'hui en taxi. Je m'appelle Nathalie. Chez moi, je suis super organisée. J'ai ma poubelle, mon bac à recyclage, mon bac à compost. J'ai collé dans la porte de mon armoire toutes les règles du plateau Mont-Royal sur quoi mettre, quoi pas mettre, comment le faire. Puis, il y a des journées où je fais absolument n'importe quoi, je jette n'importe quoi, n'importe où. Puis, j'ai honte. Puis, je me stresse là-dessus, puis je m'en veux énormément. Ça m'obsède. Des fois même, je retourne dans le bac pour le changer puis le mettre là. Malgré tout, il y a une lueur d'espoir dans cette série de confessions sur notre incapacité à traiter notre planète avec tout le respect qui lui est dû. J'entends une communauté d'individus qui disent « Voici comment j'aurais voulu me comporter, mais voici comment mon cerveau reptilien m'a plutôt poussé à agir. » Celles et ceux qui conçoivent nos médias sociaux l'ont bien compris. Nos aspirations environnementales et humanistes ne font pas le poids contre les tentations faciles. Et ces dernières sont partout sur nos écrans. Visionnement automatique de vidéos de chats sur Facebook, repas prêts à cuisiner livrés à notre porte dans de jolies boîtes, achat en un seul clic d'un extracteur de jus sur Amazon qui nous incite à nous procurer une abondance de fruits qui mourront sur le comptoir. On est programmé pour fonctionner dans un système qui pousse à faire des choix nuisibles à notre santé et à notre environnement. Mais ce n'est pas une raison pour se taper la tête sur les murs. Oui, on se sent bien impuissant face au réchauffement de la planète et parfois même déçu de nous-mêmes. Mais il faut tout de même reconnaître la puissante volonté de changement qui nous habite et notre solide bilan dans l'atteinte de nouvelles normes sociales et environnementales. Dans toute notre diversité et nos imperfections, nous, les humains, sommes parfaitement adaptés pour survivre, voire prospérer par la motivation et le travail acharné dans un siècle important, complexe, ainsi que dans un climat changeant. Plus on prendra conscience de notre impact immédiat sur l'environnement, la façon dont on pollue l'air, les conditions médiocres dans lesquelles sont fabriqués les objets qui nous entourent, la courte durée de vie de nos biens les plus communs, plus il deviendra difficile de taire notre malaise. Bientôt, la transition vers des choix plus écologiques ne sera plus un luxe, mais une nécessité. Et la nécessité n'est-elle pas la mère de l'invention? Ce sentiment d'urgence incite des scientifiques, des entrepreneurs et des citoyens à apporter des changements audacieux à leur mode de vie. On peut notamment penser au pêcheur qui a adopté des méthodes d'aquaculture durables, à l'apiculteur qui met sa pratique au service des communautés, au biologiste qui s'appuie sur l'écotourisme pour financer des projets de restauration de récifs coralliens dans le Pacifique Sud. Ces gens consacrent leur existence à nous proposer des choix nouveaux pour qu'on puisse à notre tour avoir un impact positif sur le monde. Ce sont des histoires dont on devrait entendre parler plus souvent, les histoires de ceux qui voient le verre à moitié plein. Plus on racontera ces histoires, plus on commencera à les vivre nous-mêmes. Il a été prouvé que la pression positive des pairs peut contribuer à stimuler la motivation. Si par exemple, vous voyez une affiche dans le métro indiquant que 90% des habitants de votre quartier compostent activement leurs déchets alimentaires et qu'ils ont ainsi réussi à les réduire de moitié, il y a de bonnes chances que vous vous procuriez illico un bac brun vous aussi.
C'est peut-être parce qu'on a peur de rater quelque chose ou parce qu'on a une nature fondamentalement compétitive. Peu importe. Il n'y a pas de mauvaise façon d'encourager l'adoption de comportements plus sains. Ce qui est certain, c'est qu'on ne réussira pas à opérer des changements radicaux à grande échelle en rejetant la faute sur les autres. Si on veut qu'ils se produisent, on doit exprimer notre malaise, exiger qu'on nous offre de meilleures options et se tenir mutuellement responsables de la protection de la planète. Avec le temps, il sera de plus en plus facile de poser des actions quotidiennes plus écologiques et notre cerveau reptilien ne pourra plus nous duper. Une seule personne sensée aurait-elle pu penser que le recyclage aurait arrêté Hitler, que le compostage aurait mis fin à l'esclavage, que de couper du bois ou aller chercher de l'eau fuie aurait sorti le peuple russe des prisons du tsar, que de danser nu autour d'un feu nous aurait aidé à instaurer le droit de vote ou les droits civiques? Alors pourquoi, maintenant que la planète entière est en jeu, tant de gens se retranchent-ils derrière ces solutions tout à fait personnelles? Parlons de l'eau. Nous entendons si souvent que le monde va bientôt manquer d'eau. Des gens meurent par manque d'eau, des rivières s'assèchent par manque d'eau, et pour cette raison, nous devons donc prendre des douches plus courtes. Vous voyez le rapport? Plus de 90% de l'eau utilisée par les humains est par l'agriculture et l'industrie. Les 10% restants sont partagés entre les municipalités et les êtres humains qui vivent et respirent. Les gens, qu'ils soient des gens humains ou des gens poissons, ne sont pas en train de mourir parce que l'eau s'épuise. Ils sont en train de mourir parce que l'eau est volée. Soyons clairs, je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre plus simplement. Je vis moi-même assez simplement. Mais je ne prétends pas que de ne pas acheter grand-chose est un acte politique fort ou profondément révolutionnaire, ce n'est pas. Le changement personnel n'est pas égal au changement social. Cette façon de penser incite injustement à blâmer l'individu, et particulièrement l'individu les moins puissants, au lieu de ceux qui exercent effectivement le pouvoir dans ce système et pour le système. Le sentiment de culpabilité individualiste est un mythe. Nous, en tant qu'individus, ne créons pas les crises et nous ne pouvons pas les résoudre. Et cela nous amène à penser de façon suicidaire. Nous en venons à croire que nous causerions moins de dégâts si nous étions morts. Mais les humains n'habitent pas inévitablement leur environnement. Nous pouvons aider la Terre aussi bien qu'ils peuvent la détruire. Nous pouvons rétablir les cours d'eau, nous pouvons abattre les barrages, nous pouvons démanteler ce système politique qui privilégie les riches, ce système économique extractiviste. Nous pouvons détruire l'économie industrielle qui, elle, détruit le monde physique. J'ai un jour demandé à un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le réchauffement climatique causé en grande partie par la combustion de pétrole et de gaz? L'enfant a répondu, arrêtez de brûler du pétrole et du gaz. À quoi j'ai répondu, tu es bien plus malin que tous les écologistes que j'ai jamais rencontrés. Si vous demandez à n'importe quelle personne de 35 ans raisonnablement intelligente travaillant dans le développement durable pour une multinationale, vous recevrez une réponse qui en réalité est plus apte à aider la multinationale que le monde réel. Quand la plupart des membres de cette civilisation demandent « Comment pouvons-nous arrêter le réchauffement climatique ?» ils ne posent pas vraiment cette question. Ils demandent en réalité « Comment arrêter le réchauffement climatique sans arrêter de consommer du pétrole et du gaz, sans arrêter le développement industriel, sans arrêter ce système omnicidaire ?» Réponse, on ne peut pas. Ou quand les gens demandent comment sauver les saumons, la vraie réponse est plutôt radicale. C'est retirer les barrages, arrêter l'exploitation forestière industrielle, arrêter la pêche industrielle, arrêter la destruction des océans, mettre un terme au réchauffement climatique. Mais ce qu'ils demandent en fait, c'est comment sauver les saumons sans retirer les barrages, sans arrêter l'exploitation forestière industrielle, sans arrêter la pêche industrielle, sans arrêter la destruction des océans, sans arrêter le réchauffement climatique. La réponse, on ne peut pas. Voyons la chose autrement. Qu'est-ce que vous feriez si des extraterrestres avaient envahi la planète, vidé les océans, rasé les forêts, construisaient des barrages sur toutes les rivières, bouleversaient le climat, contaminaient à l'aide de dioxines et divers produits cancérigènes à lait maternelle, la chair même de vos enfants, celle de vos partenaires, de votre mère, père, frère, soeur, de vos amis, ainsi que la vôtre? Si les extraterrestres commettaient tout cela, est-ce qu'on résisterait? S'il existait
existait un mouvement de résistance, est-ce qu'on le rejoindrait? Si ce n'est pas le cas, pourquoi on ne le ferait pas? À quel point la situation devrait-elle empirer avant que nous nous décidions à arrêter ce qui détruit la planète, ce qui tue et ce que nous aimons et nous tue nous-mêmes? 90% des grands poissons ont déjà disparu des océans. Quel est notre seuil de tolérance en matière de résistance? 91, 92, 93%, 94%? Attendrons-nous qu'ils en aient tué 95, 96, 97, 98 ou 99%? Pourquoi pas 100%? Passerions-nous alors à la contre-attaque? Nous avons besoin de courage. Le mot courage a pour racine le mot cœur. Et la pierre angulaire du courage est bien sûr l'amour. Les oiseaux migrateurs et les saumons ont besoin de notre amour, car ils sont en train de disparaître, de s'enfoncer dans la longue nuit de l'extinction. C'est à nous de construire une résistance avec tout ce qui nous tombe sous la main. Murmures et prières, histoires et rêves, mais aussi nos paroles et nos actes les plus vaillants. Cela semblera souvent impossible, pourtant, il va falloir le faire. Les liens de la nature ont été brisés par la plus arrogante, aveugle et ignorante parodie de progrès économique et de développement économique qui soit. Un des indicateurs qui contrôle tout à l'heure actuelle est le nombre appelé PIB. Tout ce qui mesure, en fait, c'est ce qui est transformé en marchandise. Ça ne mesure pas la croissance au sens propre, la croissance de la vie, la croissance de nos enfants, la croissance de la forêt, la croissance de la biodiversité, la croissance de la nourriture, des plantes, des communautés, de la liberté. Ça ne mesure qu'une seule chose, comment commercialiser la nature et la société. Plus vous détruisez la planète, plus vous détruisez la société, plus votre PIB s'accroît. Voilà 30 ans que la catastrophe de Bhopal a eu lieu. Quand elle a eu lieu, je me suis demandé pourquoi notre agriculture fonctionne comme si c'était une guerre. On suppose qu'aucun des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ne s'infiltre dans la nourriture, mais c'est faux. On a retrouvé des traces de glyphosate dans le maïs. Le glyphosate tue des nutriments bénéfiques pour le sol. Il tue les bactéries essentielles à nos intestins. Il amalgame les minéraux, les empêchant ainsi d'exercer les fonctions pour lesquelles ils sont conçus, en particulier les fonctions cérébrales. Résultat, on constate une explosion du nombre de maladies intestinales. Certaines études font des liens entre les pesticides et l'autisme, alors que l'autisme est répandu à une telle vitesse que, selon le contrôle des maladies, le Centre de contrôle des maladies, la moitié des enfants américains pourraient être affectés d'ici 2050. La moindre des choses que devrait faire une société dans ces conditions, quand ce genre de courbe monte ainsi vertigineusement, serait de faire une enquête, de mener davantage de recherches, mais les entreprises sont si habituées à engranger du profit à tout coup que non seulement elles détruisent la biodiversité de la planète, mais elles tentent de réduire au silence le savoir et la science. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, a recensé des résidus de glyphosate dans près du tiers de l'échantillonnage de 3200 produits alimentaires qu'elle a testés. La recherche a été menée sur 492 échantillons de fruits et de légumes frais et transformés. 2497 échantillons de grains, orge, sarrasin, quinoa, haricots, pois, lentilles, pois chiches et produits de soya. 209 échantillons de nourriture pour enfants. Le glyphosate est l'ingrédient clé du Roundup de l'entreprise Monsanto. Il est l'herbicide le plus populaire dans le monde. C'est aussi le pesticide le plus vendu au Canada, selon l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Nous en sommes à 75% de la destruction planétaire, mesurée en perte de biodiversité, en dégradation des sols, en appauvrissement de l'eau, en pollution produite par l'industrie agricole. On ne peut pas cultiver de la nourriture sur une planète morte ou même y faire des affaires, mais ça, ils ne le comprennent pas. C'est pourtant évident, mais ils ne le comprennent pas pour deux raisons. Ils sont aveugles à la biodiversité et ils sont aveuglés par le pouvoir, à tel point que chaque fois qu'une perturbation de l'écosystème ou du système agricole déclenche de l'agitation sociale, ils gèrent cette agitation en termes de riposte militaire. Il y a toujours la bonne vieille solution, bombarder. C'est exactement la même situation que pour les nuisibles. Les insectes ne sont pas des parasites, mais si vous les définissez ainsi, et si le seul comportement que vous sachiez adopter envers eux est l'extermination, alors vous les exterminerez.
Et il s'ensuivra un retour en force de tout ce que vous avez essayé d'exterminer, parce qu'ils sont intelligents. Ils aiment leur vie. Mais ils ne veulent pas être exterminés, que ce soit des insectes, des plantes ou des humains. Voilà pourquoi Samuel Huntington se trompait sur toute la ligne quand il disait dans le choc des civilisations, « Vous ne saurez qui vous êtes que lorsque vous saurez qui vous haïssez. » Moi, je sais qui je suis parce que je sais ce que j'aime. J'aime Amqui, l'endroit où je suis née et où je retourne. J'aime ma famille, ma communauté, et c'est cet amour qui me dit qui je suis. Tout comme la non-durabilité émerge de la guerre contre la diversité, toutes les guerres de notre époque émergent de l'intolérance à la diversité, de notre incapacité à vivre dans la diversité et de la célébrer. Notre rôle est de faire l'éloge de la diversité à travers les races, les sexes, les classes sociales, les religions. Nous ne sommes pas ennemis mutuels, nous sommes une seule et grande famille humaine. Nous sommes même plus que ça, nous sommes l'unique communauté terrienne. Comme dans tout vaisseau spatial, la Terre transporte un équipage et des passagers. Nous, humains, ne sommes que d'un de passagers. Nous sommes embarqués et passons le plus clair de notre temps à nous divertir. Nous avons tendance à oublier la présence de ce système de maintien de la vie dans le vaisseau que nous occupons confortablement. Plus précisément, nous détruisons l'équipage qui assure le fonctionnement du système. En réalité, nous ne nous soucions guère de cet équipage. Nous traitons ses membres comme des moins que rien, parfois avec dégoût, mais le plus souvent avec apathie. Pourtant, notre existence dépend d'eux. Les bactéries, les algues, le plancton, les arbres, les plantes, en fleurs, les vers, les abeilles, les fourmis et les scarabées, les mouches, les poissons. Ils sont les êtres irremplaçables qui entretiennent le système de maintien de la vie. Ce sont eux qui composent l'équipage du vaisseau Terre, qui nous nourrissent et nous apportent ce qui nous est vital. En échange, nous les éliminons. Nous détruisons leurs forces de transport, nous les éradiquons, nous les conduisons à l'extinction dans la plus grande indifférence. Cela sans le moindre remords ou sentiment de culpabilité, sans même nous rendre compte de ce que nous faisons. Ils sont insignifiants à nos yeux, sans importance, bien que ces créatures soi-disant inférieures nous permettent de rester sains et saufs à bord du vaisseau. En réalité, ils valent bien plus que nous. Les vers valent bien plus que les êtres humains. Les abeilles et les fourmis, les arbres et les poissons aussi. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'eux pour survivre, mais qu'eux n'ont pas besoin de nous. Les mammifères, et les humains en particulier, ne participent que très peu à la maintenance du vaisseau Terre. D'une manière générale, les humains sont uniquement des mauvaises herbes douées de conscience. Nous avons beau nous croire splendides, nous avons beau proliférer comme des champignons, nous avons beau nous prendre pour la 8e merveille du monde, la vérité n'en est pas moins que nous existons uniquement grâce à la présence de milliards de créatures, de millions d'espèces différentes. Sans elles, il n'y aurait pas d'art, de musique, de poésie, de science, de civilisation. Un monde sans vers, ou sans ne serait-ce qu'une poignée d'espèces de bactéries, serait un monde sans hommes. J'aimerais vous parler un peu de la Terre, du sol, un sujet que je connaissais peu. Il s'agit du sol. Je ne me rendais pas compte que notre vie dépend de 15 cm de sol. Et ce sol, nous l'épuisons, nous le bombardons de produits mortels et nous le bétonnons. L'agriculture actuelle est un système qui détruit les sols fossiles, l'eau fossile et la biodiversité. Des écosystèmes entiers sont tout simplement engloutis. Voici quelques faits. Il existe plusieurs hypothèses sur l'étendue des pertes de milieux humides dans la région des basses terres du Saint-Laurent depuis le début de la colonisation européenne, bien que ce soit difficile à vérifier. Plusieurs organismes, chercheurs et gestionnaires mentionnent qu'entre 40 et 80% de la superficie des milieux humides en zone agricole et urbaine aurait disparu et que cette proportion atteindrait plus de 85% dans la grande région de Montréal. Quelques études ont néanmoins fait une évaluation assez juste des pertes de milieux humides dans certaines régions du sud du Québec au cours du dernier siècle, voire des dernières années. Par exemple, les travaux de cartographie du groupe Dryade Limité, Environnement Canada 1986, ont montré qu'entre 1950 et 1978, 3643 hectares de milieux humides ont été détruits. Ça représente 100 fois le parc de la Fontaine.
Dans la grande région de Montréal, une étude montre qu'entre 1966 et 1981, 406 hectares de milieux humides ont disparu au profit de l'expansion urbaine et de l'agriculture. À Laval, il y avait en 2004 un total de 353 milieux humides pour une superficie totale de 331 hectares. En 2010, 145 de ces milieux avaient été altérés ou détruits par des travaux de remblayage, de drainage, causant ainsi une perte nette de 50 hectares, soit 35% des superficies, et une altération de 55 hectares additionnels, soit 38% des superficies. Ces différentes analyses indiquent que les superficies perturbées peuvent atteindre jusqu'à plus de 60% sur une période de 50 ans. Malgré des pertes constantes de milieux humides au Québec, les procédures de compensation restent embryonnaires. Sur les 2870 hectares de milieux humides perturbés ou perdus entre 2006 et 2010, seulement 15 hectares ont été compensés par la restauration/création de milieux humides, ce qui porte la perte nette à 99%. L'artificialisation des sols, c'est-à-dire sa stérilisation, entraîne du ruissellement, l'aggravation des crues et l'augmentation des températures en période estivale. Elle appauvrit la biodiversité en supprimant les habitats des espèces qui ne sont pas nourries. Le taux de matière organique des sols, c'est-à-dire leur fertilité, décroît d'année en année. Pourtant, ces zones humides sont précieuses. Véritables éponges, elles régulent inondations et sécheresses, stockent du carbone ou encore elles abritent une riche biodiversité, d'indéniables atouts qui permettent d'atténuer les effets du dérèglement climatique. Détruire ces écosystèmes, c'est donc détruire une partie de la solution à de nombreux problèmes. Voici ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes en France. L'acronyme ZAD est un détournement de zone d'aménagement différé. L'expression l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, devenue la première zone à défendre à apparaître en France. La construction effrénée de nouveaux aéroports se poursuit dans le monde. 423 sont prévus ou en cours de réalisation. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes détruirait l'habitat de 97 espèces. Cette lutte est une des plus vieilles de France. Depuis près de 50 ans, le dossier de Notre-Dame-des-Landes a changé de motif, de partisans, d'époque, mais n'a cessé de cristalliser la contestation pour devenir peu à peu le symbole, selon l'expression d'usage d'association, des grands projets inutiles et imposés, destructeurs de terres agricoles et naturelles. Entre 150 et 400 personnes au profil varié vivent en permanence sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Éleveurs et militants y ont constitué une vie de village. Donc maintenant, je vais vous lire un texte d'Hervé Kempf. 2500 gendarmes mobiles, des véhicules blindés, des hélicoptères, des camions, des bétaillères, ainsi que quelques centaines de CRS à Nantes et à Rennes pour couvrir l'arrière. La France est entrée en guerre le lundi 9 avril dernier. Contre qui? Contre quelques personnes vivant dans un paysage de bocage où ils font du pain, de la bière, du maraîchage et bricolent, discutent, lisent, vont et viennent. L'appareil militaire de la France qui intervient au Mali, en Syrie, en Irak, sans que le Parlement en débatte, est donc déployé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On sait la logique apparente de cette opération, que tout être sensé considérerait comme la manifestation la plus aiguë d'un grand délire. Après avoir cédé devant une lutte populaire en abandonnant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement veut signifier sa force en expulsant des occupants illégaux. Il méprise les étapes qui encadrent rigoureusement la procédure d'expulsion. Il rejette sans discussion la proposition de gestion collective de terres entretenues depuis 10 ans par ces occupants. Il n'a pas le moindre projet d'utilisation de cette zone à écologie unique et préservée précisément grâce à celles et ceux que M. Macron, Philippe, Collomb et Hulot veulent chasser.
Ce brillant quatuor pourra ainsi, grâce aux images et aux commentaires complaisamment relayés par les médias, montrer à l'opinion ce que signifie l'ordre et indiquer aux divers mouvements sociaux qui bouillonnent dans ce pays ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ce qu'ont pour mission d'abattre les 2500 Robocop, c'est la possibilité de vivre autrement. Mais ce n'est pas le seul effet politique que cherche M. Macron à ses sbires. La disproportion des moyens utilisés indique que ce qui se vit à la ZAD menace l'ordre néolibéral dont ils sont les chantres brutaux. La possibilité d'exister autrement. De chercher la coopération plutôt que la compétition. De s'organiser sans hiérarchie entre les êtres. De régler les conflits sans police ni justice. De partager le commun en harmonie avec ce qu'on appelle la nature. De subsister sobrement. De sortir de l'assujettissement de l'argent. Y arrive-t-on sur la ZAD? On ne peut pas le dire, mais on essaie vraiment. Et de nombreux faits attestent qu'il y a bien là une magnifique alternative. Une fenêtre ouverte dans le mur asphyxiant du capitalisme. Ce qu'ont pour mission d'abattre les 2500 Robocop envoyés par le président banquier, c'est la possibilité de vivre autrement. Mais il faut encore aller plus loin. Ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes s'inscrit dans une guerre générale menée par l'oligarchie contre les peuples. L'actualité la plus immédiate vient de nous montrer comment la porte-parole des pauvres du Brésil, Lula, a été emprisonnée au terme d'une ahurissante procédure. Ou comment l'État israélien tue des manifestants et des journalistes dans la bande de Gaza. Ce ne sont que les derniers éclats d'une vague mondiale continue d'autoritarisme de la part des classes dirigeantes. Presque toute l'Amérique latine, Brésil, Chili, Argentine, Pérou, Guatemala, est passée sous la coupe de régimes durs qui appliquent la recette néolibérale. En Chine, le président Xi Jinping a récemment renforcé son l'environnement au nom de la croissance. De plus en plus, l'Europe évolue vers ce nouveau modèle d'oligarchie autoritaire. C'est en fait une guerre civile mondiale qui se déroule. Une guerre que mènent les classes dirigeantes contre des peuples hébétés par la mondialisation et contre les fractions qui parviennent encore à s'opposer à la stratégie de choc suivie par les capitalistes. Un chiffre indique l'enjeu de ce qui n'est pas seulement une lutte sociale, mais bien une guerre à propos de l'avenir de l'humanité, sur une planète en proie à une crise idéologique et écologique historique. Les membres du groupe des 1% des plus riches du globe émettent en moyenne chaque année 80 tonnes de CO2, soit 9 fois plus que la moyenne de la population mondiale, qui est de 6,2 tonnes. Autrement dit, les plus riches sont les plus pollueurs. En vue de la gravité du changement climatique et de ses impacts prévisibles, on peut dire que ces émetteurs de 80 tonnes de CO2 par an sont véritablement des criminels. Ce que promeuvent les oligarchies, c'est la possibilité de maintenir un système où elles nuisent à l'intérêt général. Car le cœur de l'intérêt général, en ce début du XXIe siècle, c'est la question écologique, dont l'issue commande les conditions d'existence de l'humanité. Il est presque ironique que leurs attaques du moment visent un lieu où précisément on cherche à trouver des voies pour, entre autres, vivre d'une façon qui n'altère pas le climat. Voilà pourquoi les dirigeants qui préservent les intérêts des membres des 80 tonnes par an sont eux aussi, sont des criminels. Et voilà pourquoi il faut défendre la ZAD. Bonjour. Mon nom est Marc Donati et pendant 3 ans, j'ai été employé
militant et activiste pour une organisation environnementale. Lors de la fin de semaine du 28 et 29 juillet 2009, mes parents et amis me croient en voyage de hiking dans Charlevoix. En tout cas, c'est ce que j'ai publié sur un nouveau réseau social qui s'appelle Facebook. C'est vraiment la marque de Facebook me dis-je à l'époque, je pense me déconnecter, je suis encore dessus, by the way. Même ma blonde ne se doute qu'à moitié de ce qui se prépare depuis un mois. La partie qui est vraie dans tout ça, c'est que je suis bel et bien à Charlevoix, à Saint-Féréol-des-Neiges, pour être exact, dans un chalet avec 16 autres personnes. On se lève tous ensemble à 2h30 le dimanche matin, on déjeune presque pas, on se regarde dans les yeux sans se parler, on est stressé, mais surtout excité par ce qui s'en vient, parce qu'aller s'enchaîner aux portes du ministère de la Faune et des Parcs, boulevard Sainte-Foy à Québec, pour protester contre les coupes à blanc déguisés dans la forêt boréale, c'est pas mal plus énervant que d'aller bruncher en famille chez Cora. On sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. On avait jusqu'à 8 heures la veille pour choquer, mais tout le monde est resté. Le déroulement de la journée a été appris et répété comme une pièce de théâtre. Il ne manque qu'un public. The show must go on. On prend place dans les fourgonnettes. Étant l'un des 3 militants du Québec issus de la Deep Ecology à posséder un permis de conduire, on m'a confié la tâche de conduire l'équipe B jusqu'au site et d'assurer le lien avec l'équipe des médias, un runner qu'on appelle. Pendant qu'on roule en direction de Québec, l'équipe A doit s'introduire par effraction dans la cour à bois de l'usine d'Abitibi-Bowater, aujourd'hui rebaptisée Résolu, à quelques kilomètres de là, pour y substituer l'équivalent de 500 $ de bois de construction. Une récolte qui doit être transportée puis déposée devant les bureaux du ministère avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Question de dénoncer les pratiques douteuses de la compagnie forestière. Un silence tendu règne dans la fourgonnette qui remonte à 138. La 138, là, à Château-Richer, c'est la médaille d'argent de la route la plus laite au Québec. Un symbole de notre époque destructrice qui arrive bon deuxième derrière le boulevard Tachereau. Une perspective dégueu, un mur de la honte, de pergola de station-service, de concessionnaire de pick-up, de lumière criarde qui cache l'île d'Orléans, même pendant le jour. Et moi, je regarde tout ça défiler, puis je me dis que non, cette fois-ci, je ne fais pas juste te subir, 138. Je m'en vais faire quelque chose qui va un peu contre tout ce que tu représentes. Je me dis qu'un monde avec moins de pétrole et plus de beauté, plus de points de vue sur l'île d'Orléans, ça serait vraiment bien. Oui, c'est ça que je m'en vais dire au Québec. Je pense à ça même si j'ai de grandes chances de finir ma journée en prison, parce qu'on pense surtout à des affaires de même quand on s'en va finir en prison. Entre les deux sièges avant, le message codé que nous attendons éclate dans le walkie-talkie. Le groupe A réussi. Nous étouffons tous un cri de joie. La phase 2 de l'opération peut poursuivre son cours. À la hauteur de mon ami, je croise la fourgonnette du groupe C que je dépasse, avant d'échanger un regard complice avec l'un des passagers. Nous savons tous les deux. Ce moment-là précis va rester gravé dans ma mémoire. Bon, ok, je sais que ce que je veux dire là va peut-être vous paraître moralisateur, arrogant et trop élevé comme tout ce qu'on s'apprête à faire cette journée-là, mais sachez qu'à ce moment, j'ai un aperçu de ce que ressentent les révolutionnaires, les vrais. Ce sentiment d'être en groupe pour se battre pour quelque chose de plus grand que soi, cette conviction d'aller à contre-courant de tout ce qui tourne pas rond dans la société, ce sentiment de liberté et de contrôle entremêlés, eh bien, j'ai vécu ça. Excepté qu'au lieu d'aller semer la mort, la haine et la destruction à l'autre bout de la planète, je m'apprête à protester contre le fait qu'on se mouche dans la fibre vierge. Je tente d'aller sauver les tourbières et le caribou forestier. Une fois devant le ministère, nos troupes se déploient avec une efficacité redoutable. À 8h30, les fonctionnaires découvrent des inconnus enchaînés aux portes de leur lieu de travail, suspendus en rappel depuis le toit de la mezzanine. Une énorme pile de rough déposée devant le trottoir et une bannière d'à peu près 3000 pieds de long clamant « Stoppons la destruction » étendue d'un bord à l'autre de l'édifice. Plusieurs d'entre eux nous félicitent de ce coup d'éclat. Quelques-uns nous font un droit d'honneur, un employé tente même d'en découdre physiquement. La police encercle le bâtiment, ne sait pas trop comment nous sortir de là, prend des infos. Qui a commandité ça? Personne, répondons-nous tous à tour de rôle.
Nous sommes ici de notre propre gré. Le message appris et répété. On nous avait prévenu, on tentera de cibler un individu, de lui faire porter l'ensemble des accusations. C'est manqué. En notre âme et conscience, nous sommes ici des individus libres qui participons à une action de protestation collective. Voilà le message. Une foule de curieux s'agglutine. Sur le très calme boulevard Sainte-Foy, la circulation est pour une rare fois perturbée. Caméraman et ensemble, nous multiplions les allers-retours vers le QG des coms dans le Vieux-Québec. Tiens, la cassette, oui, la cassette numérique, je vous rappelle qu'on est juste en 2009. Vers le milieu de l'après-midi, entre deux courses, j'arrive à franchir le cordon de sécurité pour lancer des barres tendres à mes collègues affamés. Je suis vertement invectivé par un agent de police, la police qui perd de plus en plus de patience. Vers 4 heures, on décide d'embarquer tout le monde. Des 17 militants, je serai le seul à qui on ne passera pas les menottes. C'est presque une chance parce que la journée n'est pas terminée. Il faut que j'aille chercher des amis en prison. La détention ne dure pas longtemps. Quelques heures plus tard, mes compagnons sortent un à un du poste de police, le poing gauche brandi bien haut, une petite foule les accueille, ils sont applaudis, ce sont des héros. Dans notre société qui glorifie l'autonomie et la liberté individuelle, où on l'autre volontiers une carte de crédit pour s'acheter ne serait-ce qu'une illusion de liberté, eux, on fait fi de la leur pendant une journée pour plus de bien-être collectif. Dans le stationnement du poste de police, c'est déjà le party. Le soir même, de retour au chalet à flanc de montagne de Saint-Féréol-des-Neiges, nous suivons la couverture médiatique de l'événement qui s'avère assez médiocre. On nous relègue en fin de bulletin, on parle peu des arrestations, pas du tout des revendications. Autour de moi, les visages sont longs, pour de vrai cette fois-ci. On est en 2009 et déjà les gens sont écœurés d'entendre parler d'écologie et d'environnement. Deux mots qu'on voit partout, tout le temps, on le sait déjà, c'est de la merde, à quoi bon, des illuminés qui se font embarquer pour qu'on fasse de la coupe de bois sélective, ça n'impressionne plus personne. De retour aux faits divers, à la peur du terrorisme, aux recettes de nos vedettes, nous fêtons tout de même en se disant que nous avons donné un coup de pied dans le nid de guerre, on se croit juste à moitié, tout ça pour ça, se dit-on. On recevra néanmoins une excellente couverture de la radio Poubelle de Québec qui parlera de nous durant 3 jours. Les animateurs chercheront à savoir qui nous a manipulés, brainwashed, si on était au courant du fait qu'on fermait des jobs, des vrais jobs, si on était des étrangers, car semble-t-il quelqu'un a entendu quelqu'un parler anglais sur le site. Qu'est-ce que des étrangers connaissent à la réalité de la belle région de Québec? On cherchera à savoir combien de litres d'essence on allait brûler pour réaliser notre petite démonstration, parce qu'on sait bien, les écolos, oui, le gros, on aurait mieux fait de monter notre stop depuis Montréal en pédalo. On aurait été doublement efficace et tellement plus crédible. Il y aura des lignes ouvertes, des opinions, des articles, là, je pense bien, sont-ils allés trop loin? Les automobilistes ont été pris en otage pendant 15 longues minutes. Vous en pensez quoi, madame? Puis sinon, qu'avez-vous pensé de la programmation du festival d'été? On nous gratifiera de l'insulte suprême, celle d'être des radicaux, mot réservé à quiconque s'élève désormais contre le belgisme ambiant, sans jamais aborder les enjeux de fond, en évitant soigneusement de parler de ce qui nous a amenés à poser ce geste. Est-ce que vous pensez que le ministère fait bien d'accorder des droits de coupe de plusieurs dizaines d'années à des multinationales qui transforment la matière ligneuse en papier jetable et le sol dénudé de nos forêts en pot d'échappement pour le gaz carbonique? Que pensez-vous de la destruction des écosystèmes? Vous, monsieur. Vous, madame. Il ne s'est rien passé sur le boulevard Sainte-Foy le 30 juillet 2009. Les réactions ont été mitigées dans mon entourage. Elles allaient de l'admiration la plus totale à la colère la plus irrationnelle. Voir que tu as fait ça. T'as-tu pensé que tu pouvais avoir un casier judiciaire? Pense à ton avenir, là, puis de toute façon, ça ne sert à rien ce que vous faites. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Celle-là, je l'ai entendue souvent. C'est vrai que c'est beaucoup plus utile de se prendre pour le bout de la marde parce qu'on n'oublie pas d'apporter sa tasse réutilisable une fois sur 2 à la job, puis parce qu'on achète du brocoli bio suremballé. Oui, bravo citoyens. Le climat et la biodiversité te doivent une fière chandelle.
Puis moi, j'argumentais, je me disais, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes fâchés contre moi? Je ne vous demande même pas de vous faire arrêter, vous aussi. Je voulais juste qu'on réfléchisse collectivement sur un enjeu pendant quelques heures. Je vous écœure même pas pour devenir végétarien. Puis non, je ne suis même pas végétarien moi-même. Je parlais de la forêt, là, ça n'a pas rapport. C'est même pas la même. C'est même pas ça la question, Carlis. Ça faisait déjà presque 3 ans que je militais. J'ai commencé à être amer et aigri. Je ne comprenais pas comment tant de gens sensés et intelligents pouvaient être aussi endormis dans une société aussi riche et éduquée. J'avais de moins en moins d'amour à donner à une humanité qui semble encore aujourd'hui déterminée à provoquer sa propre chute. Et plus je m'énervais, et plus les oreilles se bouchaient, plus les regards se baissaient, plus les pas se faisaient pressants. Introspection, méditation. Mon bonheur ne dépend que de moi, à ce qu'on dit. Je suis maître de ma destinée, après tout. Je suis mon meilleur ami et mon pire ennemi. Il faut que je trouve un but à ma vie, que je devienne un adulte, une bonne fois pour toutes. Se mettre en forme, faire du yoga, bien manger. Des oméga 3 surtout, c'est bon pour le cerveau. Mais c'est-tu issu des pêches durables, les petites gélules d'oméga 3? On ne sait pas, disent les experts à la radio. L'étiquetage est vraiment déficient. Le consommateur d'aujourd'hui est devant des choix très difficiles. Le gouvernement, blablabla. Le consommateur, blablabla. L'industrie, blablabla. Mais que peut-on y faire? Hein? C'est la vie. Hein? Buvons plutôt du vin à 40 $. Profitons de la vie. Ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Disent le monsieur et la madame à médium-âge. Je suis plus très dangereux. Je suis devenu un père de famille, j'ai un travail respectable, j'ai contracté des dettes, des REER, des cartes de points. Je suis repassé une quinzaine de fois sur la 138 pour me rendre à la maison de mes parents dans Charlevoix. C'est un peu plus laid à chaque fois. Il y a de plus en plus de concessionnaires et de moins en moins d'îles d'Orléans. Les mots écologie et environnement me tapent ses nerfs. Ils font partie de la grande cacophonie ambiante, du vide intersidéral de la bonne conscience universelle. La station-service au coin de la rue propose de l'essence éco-responsable. L'allée des savons qui sentent drôle à l'épicerie abonde de produits censés nous faire croire qu'on fait du bien à la planète. J'ai même fait mes impôts chez Éco-Impôts, qui met même des petites plantes en plastique dans sa vitrine pour faire vert. Pourtant, on parle peu d'écologie. La crise que nous traversons fera sans doute nos livres d'histoire, mais elle est presque absente de nos théâtres, de notre littérature, de notre poésie. Du temps où je combattais, j'entretenais un certain optimisme. Je le regarde maintenant avancer sur la mer agitée de notre futur avec un regard typiquement contemporain, fait d'un sentiment d'impuissance mêlé d'indignation sourde. Nous faisons la fête sur le pont en se disant que nous réutiliserons sans doute nos verres, tandis que la coque fuit et que le capitaine et ses spires nous font les poches. Il m'arrive cependant de suivre l'actualité et de reprendre espoir. Des victimes environnementales, il y en a, et de plus en plus. Je crois qu'on n'en parle juste pas assez. Juste chez nous, dans la dernière décennie, des mouvements citoyens ont réussi à empêcher la construction d'un port en eau profonde à Kakuna, à freiner des oléoducs, à fermer la centrale nucléaire de Bécancour, à bloquer le développement du gaz de schiste. Ultimement, la plupart des compagnies de papier-mouchoir au monde font maintenant, utilisent de la fibre post-consommation et tout ça, c'est grâce à l'équipe B il y a 10 ans. Il ne s'agit pas de petites victoires, ni de petites luttes. Celles-ci ont été portées à bout de bras durant plusieurs années par des citoyens comme vous et moi, épris de justice sociale, de justice écologique, qui ont sacrifié des milliers d'heures et une certaine qualité de vie. Si Rome ne s'est pas construite en un jour, l'histoire abonde d'événements radicaux sans lendemain, qui ont pris naissance en quelques jours, voire en quelques heures, parce que la population d'un même corps souhaitait un changement. La Révolution française, la Révolution de février, la chute du mur de Berlin. Il s'agirait qu'un plus grand nombre d'entre nous quittent le paquebot pour gagner le vaisseau des corsaires. Voici la dernière partie. Après l'eau, l'air, la terre, parlons du feu. Quelques chiffres.
autour de ce que nous brûlons tous les jours pour nous chauffer, nous éclairer, nous déplacer. La concentration de dioxyde de carbone CO2 dans l'atmosphère responsable du réchauffement climatique a atteint un niveau record en 2016, a averti lundi l'Organisation météorologique mondiale qui met en garde contre une hausse dangereuse de la température. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. La température était de 2 à 3 degrés plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel en raison des fonds des nappes glaciaires, a rappelé l'agence de l'ONU dans un bulletin annuel sur les gaz à effet de serre. 3500 km. C'est la longueur du gazoduc qui va relier l'Europe à l'Azerbaïdjan. Sa construction a provoqué la destruction de nombreux villages et de terres agricoles. Sans mes oliviers ni mes vergers, comment vais-je m'en sortir? C'est à l'armée Argent que Reporter a rencontré en Albanie. En septembre 2016, plusieurs milliers de personnes, dont les représentants de 200 tribus, ont rejoint le camp de fortune établi par les Sioux de Standing Rock contre le projet d'oléoduc de 1900 km. À la clé de ce projet, terre sacrée et cimetière indien profané pour la construction. Risque de fuite de ce gros tuyau censé transporter entre 470 000 et 570 000 barils de pétrole par jour. Entre 1996 et 2006, dans la région de César en Colombie, 3100 personnes ont perdu la vie sous les coups des paramilitaires. Ces groupes paramilitaires ont été largement financés par les entreprises minières occidentales de la région. Un tiers de nos réserves de pétrole, la moitié de nos réserves de gaz et plus de 80% de nos réserves de charbon devront rester sous terre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Comment faire comprendre une science aussi complexe que l'écologie, c'est-à-dire les liens de tout avec tout, l'importance du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, à une population privée de ce savoir, étrangère à cette culture, obsédée par la précarité de sa condition plus que par la dégradation des sols. Il est difficile d'admettre que sans prédateurs sauvages, les milieux déséquilibrés deviennent hostiles, contribuent à l'artificialisation du monde, à la confiscation des sites et à la suggestion des citoyens. Et qu'il est donc plus important, pour simplifier, de sauver les loups que de gagner 5 % de pouvoir d'achat. Ce que personne n'est prêt à entendre sans rire ou sans s'indigner. Lorsqu'on n'aura plus l'accès à l'eau potable ou à l'air libre, l'âge de la retraite paraîtra pourtant bien secondaire. La liberté d'expression ne suffit pas et dénoncer n'est pas vaincre. Les ennemis de la terre, eux, agissent. Les partisans de la nature ont le droit naturel d'agir en sens contraire par la violence ou par la non-violence. En ce qui me concerne, et pour parler franchement, je crois que non seulement le combat écologiste n'est pas prêt d'être gagné, mais qu'il est même déjà perdu. La fascination de l'argent, la soif de pouvoir semble irrépressible. La destruction, depuis 40 ans qu'on la dénonce, non seulement ne s'est ni arrêtée ni ralentie, mais elle s'aggrave et s'accélère. Y a-t-il une seule raison sérieuse d'espérer quoi que ce soit? Faut-il alors se soumettre? Non. Le pessimisme n'est pas une invitation à baisser les bras. L'essentiel n'est pas toujours de gagner un combat, mais de le mener. Et quand ce sont les scélérats qui triomphent, il y a de l'honneur à perdre. Les communards n'espéraient pas vaincre l'armée lors de la semaine sanglante. Che Guevara n'avait aucune chance de gagner quoi que ce soit en Bolivie. Les insurgés du ghetto de Varsovie n'avaient d'autre objectif que de mourir les armes à la main. Rien de plus humiliant qu'un combat perdu de ne pas avoir été mené. Peut-être faut-il plusieurs échecs avant un succès. Les choses, après tout, peuvent aussi aller très vite et au moment où l'on s'y attend le moins. Il faut tirer la confiance des victoires, car il y en a, et plus qu'on en a conscience. Les apatistes, en 1994, ont imposé leur économie et leur discours. La contestation à Seattle a lancé le mouvement altermondialiste. En 2000, les habitants de Cochabamba, en Bolivie, ont fait reculer les multinationales de l'eau et lancé le mouvement qui a libéré leur pays de l'oligarchie. Plus près de nous, les faucheurs d'OGM et des milliers de citoyens ont empêché les cultures transgéniques ne s'imposent en Europe. La révolte populaire contre le gaz de schiste a stoppé son essor en France et ailleurs.
Nombre de grands projets inutiles sont retardés ou arrêtés grâce à une résistance déterminée et populaire. Il faut raconter l'épopée des victoires. Rien ne donne autant d'énergie que le souvenir du combat partagé et remporté. Rien n'entraîne autant. Et puis, choisir ses batailles. Qu'est-ce qui est vital? Sur ce qui l'est, on ne cède pas. Ne pas céder est déjà une victoire. Ceux qui croient en l'invincibilité des agresseurs et de leur système se trompent. Les systèmes de pouvoir sont des créations humaines qui peuvent être détruites par des humains. Ceux au pouvoir n'ont rien de surnaturel ou d'immortel et peuvent être destitués. Des gens qui disposent de ressources beaucoup moins importantes que les lecteurs de reporters ont combattu de tels systèmes de domination et ont vaincu. Il n'existe aucune raison pour que nous puissions faire de même. Cependant, la résistance commence par le fait d'y croire et non pas croire qu'on en est incapable et certainement pas en essayant d'en dissuader les autres. L'histoire fournit de nombreux exemples de résistance efficace, tout comme l'actualité. Les nationalistes irlandais, les abolitionnistes et les suffragettes, je pourrais continuer ce texte en ne citant que des exemples. Récemment, le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, MEND, en attaquant des pipelines pétroliers, a mis hors d'état plus de 40% de l'industrie des combustibles fossiles du Nigeria et certaines compagnies envisageant même de se retirer de la région. Si ceux d'entre nous qui sommes les premiers bénéficiaires de ce système d'exploitation mondialisée faisaient preuve ne serait-ce que du 1% du courage et de l'engagement communautaire et territorial du MEND, nous pourrions être aussi efficaces, sinon plus. Avec toutes les ressources dont nous disposons, nous ne sommes pas capables de trouver mieux que le compostage. On est en train d'anéantir le monde et de nombreux écologistes persistent à croire qu'il suffit de se déplacer à vélo pour résoudre le problème. Avant, les peuples indigènes connaissaient l'autosuffisance, plus maintenant. Aujourd'hui, ils pataugent jusqu'aux genoux dans les déchets industriels. Les populations de poissons ont été dévastées, les gens sont malades et affamés. Le MEND attaque directement des infrastructures, ponts, immeubles, entrepôts, plateformes, pipelines et navires de support. Ils ont réduit les exportations de pétrole du Nigeria d'un tiers. Ces gens ne plaisantent pas, ils sont très élaborés, ils ont fait des études universitaires, ils ont étudié d'autres mouvements militants. Leur entraînement au combat est si bon qu'ils ont remporté des affrontements contre des forces d'élite du Nigeria et les milices privées de la Chienne. Savez-vous que les compagnies pétrolières ont leurs propres armées privées? Je ne sais pas si les gens savent d'où vient le pétrole. On ne peut pas le faire pousser dans son jardin. Il ne tombe pas du ciel comme la pluie. Il doit être arraché du sol. Ce qui veut dire que des gens doivent être arrachés à leur terre. Ce qui veut dire que ces gens doivent être écartelés. Ce qui est fait par les armées privées. Comprenez bien ceci. Quelques centaines de gens, bien entraînés et organisés, ont réduit les exportations de pétrole du Nigeria d'un tiers. Le MEND a dit à l'industrie du pétrole, il est évident que le gouvernement nigérien ne peut pas protéger vos travailleurs et vos investissements. Quittez notre terre tant que vous le pouvez ou vous y mourrez. Je vous garantis que chaque personne ici présente a plus de moyens à sa disposition que tous les membres du MEND réunis lorsqu'ils ont commencé. La résistance n'est pas qu'une possibilité théorique. Elle a lieu en ce moment même. La question est, allons-nous la rejoindre? Et si nous disions quitter notre terre, vous y mourrez? Et si nous disions sans plaisanter? Actuellement, un petit groupe de Nigériens pauvres et peu nourris met à genoux l'industrie pétrolière. Ils se souviennent de ce que signifie aimer sa terre et ses communautés, peut-être parce qu'ils ne nagent pas dans les privilèges, mais dans la boue toxique des extractions pétrolières. Le capitalisme industriel n'est pas invincible. Il ne durera pas éternellement. Il est temps de changer pour passer à une organisation plus sérieuse de la résistance. Et je crois que nous pouvons vaincre. Voici un texte de Paul Watson. Pirate écolo, éco-terroriste, berger des mers, Robin des bois des océans, Paul Watson suscite les passions. Paul Watson est un militant écologiste canadien. Il a fondé la Sea Shepherd Conservation Society, un groupe activiste dont la préoccupation majeure est la protection des océans. N'oubliez pas qu'il est dans la nature d'un guerrier d'agir. Ne soyez pas intimidés par la force écrasante de l'opposition.
Ne soyez pas accablés par les prédictions pessimistes. Un vrai guerrier doit accepter les défis et transformer l'impossible en possible. Dans la mesure où vous vivez dans cette époque pénible, c'est votre rôle d'affronter les situations créées par l'ignorance et la faiblesse de l'homme. Vous devez mener vos actions par amour du futur et de tous les enfants à venir de toutes les espèces. Les militants écologistes sont peut-être pénibles et chiants pour les autorités en place d'aujourd'hui, mais pour les peuples à venir, nous serons des ancêtres respectés. En adoptant la voie d'un guerrier et en consacrant ma vie à protéger et servir ma planète, j'ai été considérablement récompensé. À présent, à 64 ans, je peux dire en toute honnêteté que je suis très satisfait de ma vie et de ce que j'ai accompli. J'ai sauvé des vies parce que j'ai agi des milliers de loups, de bisons, de baleines, de séquoias, des dizaines de milliers de dauphins, des centaines de milliers de phoques et des millions de poissons ont survécu et ont eu la possibilité de perpétuer leur espèce. Si les loups, les baleines, les dauphins et les séquoias survivent à l'Holocauste organisé par l'homme, ce sera en partie parce que mon équipage et moi-même, nous avons eu l'audace d'intervenir dans les affaires anthropocentriques des hommes égoïstes. Voilà, on arrive à la fin de cette lecture. Il reste un dernier texte, mais avant de se quitter, je voudrais tout de suite remercier du fond du cœur Audrey Vernon et Hervé Kempf pour le cœur, le courage et le talent qui fondent cette initiative et surtout leur ouverture à la partager. Merci au théâtre d'aujourd'hui, Joanne Berlin, première à avoir attrapé notre perche, à Sylvain Bélanger pour avoir saisi la nécessité de notre élan. Merci à Annie Lalande, merci à Jonathan qui nous offre de son temps, merci à Mathieu Chevalier qui rend possible la retransmission en direct. Merci aux éditeurs de nous avoir offert ces textes. Vous pouvez retrouver ces textes-là dans les livres d'Hervé Kempf, de Paul Watson. Les autres viennent en grande partie de Écologie en résistance, tomes 1 et 2, publiés aux éditions libres. Ils ont un site internet qui s'appelle Le Partage, avec les textes de ces auteurs. Merci à Catherine Métayer de Bucelle Magazine pour les passages sur le Green Gap ou écart climatique que vous pouvez retrouver dans le dossier du 19 février 2018. Merci infiniment aux équipes de reporters pour leur chiffre, leur travail. Merci à Équiterre aussi, ici au Québec, pour leur soutien dans la mesure de leur pouvoir. Vous imaginez qu'ils en ont plein les bras ces temps-ci. Mais je vous invite à visiter leur site Internet qui est très complet. Merci à Martine Corbeil pour la magnifique image qui nous a servi d'invitation. Merci ensuite à Anne, Annie, Cédric, Hervé, Frédéric, Gabriel, Marc, Nathalie, Raphaël, Vanessa et Marie-Ève qui ont lu pour vous aujourd'hui. On m'a souvent dit que les artistes, les comédiens s'engageaient bien plus avant que maintenant en termes de prise de position dans les médias ou de sorties publiques, qu'on entendait souvent leur voix dans les tribunes. Puis moi, j'ai pas tant l'impression d'avoir vécu cette époque-là. Ceux qui se battent, c'était le thème de cet après-midi. Eh bien, vous aussi, vous vous battez, je trouve, à votre façon. Puis on a besoin de votre poésie, de votre talent, de votre caisse de résonance. On a besoin de l'engagement des artistes. Merci. Donc, il reste un texte. Audrey Vernon, elle ne savait pas comment terminer le montage de texte. Elle a téléphoné à Fabrice Nicolino, qui est un journaliste français à Paris. Depuis janvier 2010, Fabrice Nicolino écrit des articles sur le thème de l'écologie dans l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, il a failli y rester. Audrey lui a dit qu'elle ne savait pas comment finir la lecture du texte, qu'elle ne savait plus quoi craindre ou espérer. Voici le texte que Fabrice Nicolino nous a écrit. C'est l'heure. Et il n'y en aura pas d'autre. Je veux dire, c'est l'heure, et quand elle sera passée,
Elle ne reviendra pas. On aime bien comparer l'époque au plus sombre du temps humain. Et quoi de plus insupportable que la Seconde Guerre mondiale? Un empire totalitaire, tueur de tant de juifs et de tant d'autres hommes, qui fut vaincu grâce à l'abomination stalinienne. Le rapprochement se comprend, mais il est absurde. Nous vivons bel et bien un moment unique. Unique depuis qu'Homo habilis, il y a près de 2 millions d'années, a ouvert notre chemin. Tout au long de cette aventure inouïe, l'espèce aura constamment avancé. Découvert, puis conquis des déserts chauds, des déserts froids, des îles lointaines, des forêts profondes, des marais, des montagnes puissantes comme des plaines immenses, chevauché la mer, chevauché les airs et la terre, chevauché cette vie qu'elle comprenait si mal. Dumas, notre génial Dumas lui-même, écrivait dans son grand dictionnaire de cuisine, à la fin du XIXe siècle, ces mots saisissants. Dans un cabillaud de la plus grosse taille, on a trouvé 8,5 millions et jusqu'à 9 millions d'œufs. On a calculé que si aucun n'arrêtait l'éclosion de ces œufs, et si chaque cabillaud venait à sa grosseur, il ne faudrait que 3 ans pour que la mer fût comblée et que l'on pût traverser à pied l'Atlantique sur le dos des cabillots. Le cabillaud, pour ceux qui l'ignorent, c'est la morue, poisson si abondant, si généreux, qu'il a fait d'innombrables fortunes du haut de la Norvège jusqu'au pays des Basques, et nourrit son nom pendant des siècles. Dumas, mon si cher Dumas du comte de Monte Cristo, retrouvait, avec la confondante naïveté de son siècle, l'image de cette corne d'abondance nourrissant si bien Zeus lui-même. La mer ainsi que ses poissons n'avaient ni début ni fin. En 1993, pourtant, le Canada fut contraint d'adopter un moratoire sur la pêche à la morue, jetant des dizaines de milliers de personnes au chômage. Les 6 fabuleuses réserves du Labrador et de Terre-Neuve étaient bel et bien épuisées. Un quart de siècle plus tard, malgré plusieurs annonces précipitées, la morue n'est pas revenue. Les hommes, comme Dumas en son temps, sont des adeptes de la pensée magique et mécanique. Beaucoup croient que quand ils pensent quelquefois qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour ramener la lumière. Mais un écosystème qui s'effondre meurt, et ils se moquent de nos si petits désirs et volontés. Au fond, malgré le déni qui frappe tant des nôtres, nous sommes de plus en plus nombreux à savoir l'essentiel. La route suivie depuis 2 siècles et demi, les grands débuts de la révolution industrielle, n'est qu'une terrible impasse. Il ne restera bientôt plus rien qui vaille d'être défendu. Les oiseaux, les primates, nos frères, les papillons, les grenouilles, les abeilles nous quittent en masse, sans esprit de retour. La mer est devenue un taudis où l'on navigue au milieu de l'immondice et du plastique. Ces équilibres, vieux de millions d'années, ont été rompus en un siècle de pêche industrielle. La forêt brûle partout. Le sol, ce badigeon fertile sur quoi tout repose, est attaqué par le sel et l'érosion. 2 phénomènes désormais liés aux activités humaines, empoisonnés en profondeur par la déferlante mondiale de la chimie de synthèse. Nous ne serons plus épargnés. Le climat, dont la stabilité relative a permis l'émergence des civilisations historiques, menace de dislocation de nos si fragiles édifices. Et la faim, cette horrible compagne, ne manquera pas d'être plus massive quand nous serons 10 milliards, quand certains mangeront de la viande et des ortolans, tandis que d'autres compteront leur mort. C'est triste? Oui, c'est triste. C'est tragique? Oui, c'est tragique. Mais moi, qui vous ai mis en garde contre les comparaisons hasardeuses, je vous dois ma petite vérité personnelle. Je suis le fils d'un ouvrier communiste, et j'ai été élevé dans la culte de la résistance antifasciste, celle des Manoukians, celle des Maquis. À 8 ans, je lisais et chantais à tue-tête 3000 fois, 25 000 fois, le chant des partisans écrit sur un bout de carton qui a fini par se désagréger au bout des doigts. Nous vivons tout autre chose, mais nous ne pourrons compter que sur la force morale prodigieuse des combattants de 1940, de 1941, de 1942, de 1944, de 1945. J'entends encore les mots d'un des couplets. « Montez de la mine, descendez des collines, camarades, sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. » Il ne s'agit pas pour moi d'un chant de guerre, mais d'un appel à l'action immédiate. Et de tous, bien au-delà de nos divergences. J'ai lu ces dernières années Alias Caracalla, splendide livre de souvenirs de Daniel Cordier, qui aura bientôt 98 ans. En 1940, il n'est qu'un pauvre crétin royaliste, antisémite, nationaliste enragé. Il va devenir le secrétaire de Jean Moulin dans la clandestinité, bravant tous les risques, sortant des enfers en sachant qu'il n'y a qu'une humanité et une seule. J'ajoute volontiers, et une seule terre. Assurément, il faut sortir de la mine et descendre des collines, camarades humains, et ne plus regarder en arrière, car derrière brûlent nos vaisseaux. On ne peut plus reculer, on ne peut que se battre. Pour un, pour tout ce qui est vivant.
René Char disait « Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. » Et puis, tu as été créé pour des moments peu communs. Et encore, si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride. Qui aime la vie pour de vrai ne saurait redouter la mort.